Bonjour monsieur, bonjour chers camarades et bienvenue sur notre chaîne YouTube de Management Interculturel. Aujourd'hui, avec la collaboration de Louise, Gaëtan et Claire, nous avons décidé de créer une vidéo sur comment exporter le savoir-faire breton. Alors quels produits avons-nous décidé d'exporter? Comme vous le voyez, je me situe dans la cuisine, cuisine plus Bretagne, sans doute un élément essentiel à la cuisine, le beurre bien évidemment et le beurre salé qui plus est. Mais pourquoi avons-nous choisi le beurre? Non pas parce que... J'aime me beurrer la biscotte. Mais parce que sur ces terres bretonnes se trouve la crème de la crème. Je veux bien sûr parler du beurre Bordier, que vous pouvez voir juste ici. Donc, si vous êtes un fin gourmet, vous connaissez sans doute déjà ce beurre. Et pour les autres, ne vous inquiétez pas, je vais vous raconter son histoire. Ça tombe bien, c'est la première étape avant d'exporter. Il faut connaître vraiment à fond la société que vous voulez implanter à l'étranger. Donc, tout tourne autour d'un homme. Je veux bien sûr parler de Jean-Yves Bordier. Fils et petit-fils de fromager parisien, il décide d'aller en Bretagne et d'acheter sa propre crèmerie-fromagerie à Saint-Malo en 1985. Sur place, il y découvre une vieille machine à malaxer le beurre et c'est là que naît la légende. Comme pour beaucoup de très bons produits, il décide de faire du neuf avec de l'ancien. Ensuite, il a décidé d'agrandir sa gamme de beurre avec des beurres par exemple parfumés à la framboise, au piment d'Espelette, au yuzu et son beurre le plus célèbre qui est le beurre aux algues. Il a par la suite intégré plus de 250 références de fromage. Moi je suis un grand fan de fromage, j'en ai pris que 2, mais ils sont vraiment tous excellents. Je vais vous présenter donc sur cette petite vidéo un extrait de comment en fait il façonne le beurre à l'ancienne avec deux petites battes en bois. Donc là, en l'occurrence, c'est du piment d'Espelette, d'où sa couleur. Aujourd'hui, son beurre est présent sur les plus grandes tables du monde. Par exemple, si vous vous baladez au Plaza Athénée, eh ben vous y découvrirez le petit carré du beurre Bordier qui a été réalisé sur mesure avec le chef étoilé. Il y a désormais plus de 200 points de vente en France et s'exporte aussi à l'international avec une présence dans pas moins de 14 capitales. Et c'est grâce à une usine qui se trouve à Noyal-sur-Vilaine, à côté de Rennes, et une équipe de 90 personnes que la fromager Jean-Yves Bordier a généré plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2015. Donc comme vous le voyez, le marché français est déjà très bien exploité. Il serait peut-être temps de trouver un nouveau pays qui serait aussi passionné que nous les Français sur le beurre et le fromage. Mais est-ce vraiment possible? Nous en venons donc à la deuxième étape de l'exportation. Il faut trouver un pays avec un marché prometteur. Nous nous en remettons donc aux statistiques avec par exemple la Fédération internationale du lait qui a dressé un tableau de la consommation par an et par habitant du fromage et du beurre dans le monde entier. Donc comme vous pouvez le voir, avec ces données brutes de consommation annuelle, j'ai ajouté des colonnes pour donner à la fois le rang du pays et son évolution sur sa consommation entre 2010 et 2017. Ainsi, on peut voir très clairement que l'évolution de la consommation du beurre par les Danois est extraordinaire. Elle a été multipliée par presque 3,5 en 7 ans, en passant d'1,8 kg en 2010 à 6,2 kg par habitant en 2017. Le Danemark passe alors de la 28e place à la 3e place en seulement 7 ans. Donc si on fait le 3e plus gros consommateur de beurre au monde. Et qu'en est-il pour le fromage? La croissance est là aussi. Elle augmente, elle, de 68% et passe alors de 16,4 kg en 2010 par personne, par an, à 27,5 kg en 2017. Ce niveau de consommation lui fait gagner donc 17 places pour devenir le premier pays consommateur de fromage au monde. Oui, devant la France. Donc nous, on est quand même à 26,4 kg et d'après les infos plus récentes, on serait peut-être passé devant. Le constat est alors évident, le Danemark est le nouvel Eldorado pour les produits laitiers. Nous en venons alors à la troisième étape. Il faut connaître le pays d'implantation et surtout les habitudes de ses habitants. Alors, on peut peut-être commencer par les préjugés, les clichés
qu'est-ce que les gens en général pensent des Danois? Alors, je vais interroger Google sur ce sujet. Ah ben oui, c'est vrai que ce sont eux qui ont inventé les fameux Lego. Donc, je disais, bon alors apparemment les premiers clichés qui viennent à l'esprit, c'est que comme il s'agit d'un pays du nord de l'Europe, il est vu comme écologiste, moderne, en avance sur les énergies renouvelables. Ils sont également vus comme dignes de confiance, mais réservés. Ils auraient une très bonne qualité de vie et seraient le pays le plus heureux du monde. On y retrouve aussi un peu de Français, puisque l'on dit qu'ils se plaignent de tout, et surtout de la météo. Enfin, ils ne seraient pas fâchés avec la boisson. Voilà qui nous fait, avec la météo, deux points communs très importants avec les Bretons. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Il faut qu'on prenne un peu il faut que nous prenions un peu de hauteur et que nous décrivions rapidement ce pays sur certaines bases. Donc, comme vous le savez, le Danemark est situé en Europe centrale. Le pays s'est imposé comme l'un des pays les plus développés du monde et offre donc un niveau de vie élevé à tous ses résidents. Les préjugés ont l'air d'être bons. La population, ils sont 5,8 millions d'habitants en 2018 et avec un taux de chômage de 5,2%. On pourrait presque parler de plein emploi. Le contexte politique et socio-culturel est stable. Le Danemark a réussi à bâtir une économie florissante sans aucun signe de ralentissement. De plus, le cabinet Euler Hermes a qualifié ce pays avec un risque économique faible, comme peut le montrer la carte. Pour une analyse plus poussée du macro-environnement, rien ne vaut notre bon vieux Pestel. Cet outil nous permet de déterminer les éléments majeurs à connaître sur le pays avant de s'implanter. Donc tout d'abord avec la politique, comme vous le savez, le Danemark fait partie de l'Union européenne, et cela depuis bien longtemps, depuis 1973. Ainsi, il bénéficie de nombreuses politiques commerciales qui contribuent à dynamiser considérablement l'économie du pays. Le Danemark est une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire et n'a pas subi de problèmes de gouvernance sur ces dernières années. Maintenant, le E, donc économique, il faut savoir que là-bas, même s'ils font partie de l'Union européenne, ils sont pas rentrés dans l'accord pour passer à l'euro sur la monnaie. Eux, ils ont la couronne danoise, mais ils ont décidé d'arrimer cette monnaie à l'euro, donc ce qui lui confère une bonne stabilité et évite surtout beaucoup de problèmes de fluctuation. Enfin, le PIB par habitant de ce pays est l'un des plus importants au monde. Environ 50 000 $ en 2017 contre, par exemple, 43 000 pour la France. Ainsi, avec un niveau de vie aussi élevé, cela leur permet de dégager beaucoup de revenus disponibles pour l'économie de leur pays. Il faut savoir aussi que ce pays a l'un des taux d'inégalité les plus faibles du monde, grâce à une politique d'impôt sur le revenu très importante pour les hauts salaires. Cependant, on a quand même un certain point négatif, c'est que il est parfois difficile de trouver du coup une main-d'œuvre bon marché, et cela peut handicaper l'économie, comme par exemple pour la construction. Maintenant, le S, socio-culturel. Le Danemark ne semble pas connaître de conflits, que ce soit raciaux, religieux ou même en lien avec la communauté LGBT. Les Danois s'acceptent comme ils le sont et cela se reflète sur la qualité de vie qui stimule ainsi la productivité économique. Sur la religion, la majorité des Danois sont religieux, mais ne sont pas forcément très pratiquants. Cela leur permet quand même d'avoir un apprentissage de certaines valeurs dès le plus jeune âge. Le T maintenant pour technologique, il faut savoir que l'Europe a souvent élu comme pays le plus numérique le Danemark. Et en fait, c'est grâce à leur avancée sur les technologies à la fois médicales et éducatives. Ils ont un R&D, donc un recherche et développement solide. Comme ils sont sur la pointe du numérique, c'est en grande partie grâce à leur secteur de la R&D qui est très développé. C'est un pays résolument progressiste. Le E pour environnemental, est-ce donc alors un pays vert, un pays autonome en énergie, comme on peut l'imaginer pour les pays du Nord? Ce n'est pas encore le cas, mais c'est un excellent exemple. Le Danemark génère plus de 50% de ses énergies à partir de sources renouvelables.
et en particulier grâce à l'éolien. Ils ont vraiment développé une force sur l'éolien puisque ils sont considérés comme l'un des plus grands fournisseurs d'éoliennes au monde. Enfin, sur le côté législatif, le pays, comme il fait partie de l'Union européenne et donc de l'espace Schengen, il est soumis aux mêmes réglementations que la France. Malgré sa petite taille, le Danemark est donc un pays étonnamment puissant et développé. Cela donnerait presque envie de s'y installer finalement quand on écoute tout ça. Et donc grâce à cette analyse, nous pouvons constater qu'il n'y a aucun frein à l'implantation d'une franchise Bordier au Danemark. Et donc après cette analyse, nous pouvons passer à la quatrième étape, que sont les enjeux organisationnels. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est comment adapter notre management à la culture du pays. On va commencer par exemple avec la structure de l'entreprise. Il faut savoir que dans le milieu du travail au Danemark, la structure hiérarchique, elle est quasiment peu présente. Tous les employés sont en fait au même niveau. La société Bordier va s'appuyer ainsi sur une structure fonctionnelle portant sur la spécialisation de chaque responsable. Le fonctionnement sur place aura l'avantage alors d'être simple, avec des répartitions claires et précises sur les différentes responsabilités. Sur l'aspect communication interne, les Danois sont très respectueux entre eux et il faudra donc être formel sur ce principe et punir le moindre écart. Cependant, il est quand même pour coutume de s'appeler par son prénom et non par son nom de famille. Si jamais la société est amenée à travailler avec ou à coopérer avec des entreprises danoises, il faut savoir qu'ils sont très à l'écoute et qu'ils feront d'excellents partenaires commerciaux. À quelques conditions, bien sûr, c'est qu'il faut être formel et solennel. Par exemple, ils portent un intérêt particulier à se lever pour se saluer. Enfin, une poignée de main ferme et courte, tout en gardant le contact visuel et de rigueur, que ce soit pour les hommes, pour les femmes ou même pour les enfants. Le dernier point des enjeux organisationnels concerne la prise de décision. Il faut savoir que les chefs d'entreprise danois sont caractérisés comme des leaders d'équipe et facilitateurs de groupe. Par exemple, avant de prendre une décision, il y a d'abord un partage des enjeux avec les équipes, ils en discutent et c'est à la fin le leader qui tranchera en fonction des avis qu'il a pu entendre. Passons désormais à la cinquième étape de l'export, après les enjeux organisationnels, les enjeux stratégiques. Premièrement, il faut définir donc un lieu de vente. Pour Bordier, il serait judicieux de reprendre le concept de la maison du beurre à Saint-Malo et de l'implanter sous forme de franchise dans une rue commerçante au milieu de la capitale, à Copenhague. En plus, les Danois adorent les commerces de proximité. Ce sera une véritable force. Enfin vient l'adaptation des produits, comme c'est souvent le cas lorsqu'on exporte à l'étranger. Ici, on a pu remarquer précédemment que sur la dimension socio-culturelle, les Danois et les Français sont finalement relativement proches. De plus, comme les Bretons, ils privilégient le beurre salé au beurre doux. Un point commun supplémentaire. C'est alors sans risque que Jean-Yves Bordier peut dupliquer son offre de beurre qui a fait sa réputation au Danemark. Après, il y a quelques adaptations possibles. Je sais que Monsieur Bordier adore rencontrer des chefs étoilés dans les pays qu'il visite et peut donc confectionner un nouveau beurre. Par exemple, lors de ses rencontres avec des chefs étoilés au Japon, il a développé le beurre au yuzu. Il en est de même pour le beurre au piment d'Espelette ou à la vanille de Madagascar. Cela lui permettra de s'imprégner et de rendre hommage à la culture danoise. D'autant plus que cette collaboration accélérera sa notoriété et sa légitimité. Donc, que du plus. Et bien évidemment, le beurre ne viendra pas seul sur le pays, il sera accompagné de son fidèle compagnon, qui est le fromage. Donc, comment les Danois consomment le fromage ? Ils ont pour l'habitude de le consommer plutôt au petit déjeuner et lors du déjeuner avec soit des fruits secs, soit de la confiture. Par exemple, sur les étalages de supermarchés, leur spécialité, c'est visiblement le bleu ou la crème de gruyère parfumée. Il serait donc judicieux d'implanter tout d'abord une offre similaire à ces produits, tout en ayant une offre qui soit adaptée à leur consommation. Par exemple, des fromages peut-être riches en protéines pour le matin et des fromages qui se marient très bien avec le sucré pour le midi. Enfin, dans un second temps, l'objectif serait de faire découvrir des fromages plus caractériels à la population danoise.
Un autre enjeu stratégique, l'acheminement des produits. Comme pour tous les autres points de vente, c'est l'usine de Noyal-sur-Vilaine qui fournira la boutique en beurre et en fromage. La partie transport sera réalisée par des camions frigorifiques avec un contrôle très strict bien évidemment de la chaîne du froid pour être sûr que la qualité soit optimale du début à la fin. En plus, on pourrait presque optimiser la logistique vers les pays du Nord puisque juste avant d'arriver au Danemark, il y a déjà un autre point de vente qui est celui d'Amsterdam. Donc on peut déjà avoir un contrôle en plus sur place et fiable, juste avant la dernière ligne droite, vers Copenhague. Cette liberté de circulation, elle est finalement possible grâce aux accords de Schengen par l'Union européenne. Voilà, nous avons vu quasiment tous les points, je pense, essentiels pour exporter le savoir-faire breton et qui plus est le beurre et le fromage au Danemark. Mais maintenant, si nous mettions un peu de beurre dans nos épinards, imaginons que l'activité de notre première franchise à Copenhague soit un véritable succès. Et étant donné la capacité d'absorption très forte du pays pour le beurre et le fromage, il serait vraiment dommage de s'en priver. Donc on pourrait imaginer dupliquer le système français en multipliant les points de vente partout sur le pays. Cela impliquera donc l'implantation d'une nouvelle usine directement sur le pays pour avoir vraiment la meilleure offre possible et de meilleure qualité. Ici, si on se projette encore plus loin, on a pu voir par exemple sur la Fédération internationale du lait que les produits du Nord sont eux aussi de plus en plus friands du beurre et du fromage. Donc ça nous permettrait de répondre rapidement à cette demande des pays limitrophes. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Sur ce, je vous souhaite un joyeux déconfinement. Merci pour votre écoute.